Il est 14h30 à Paris, bienvenue dans votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et on va prendre la direction du Proche-Orient avec vous, Cyril Payen. Bonjour, on va voir le cliché en question que vous avez sélectionné pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on y voit et surtout, qu'est-ce que cette photo nous raconte aujourd'hui ? Alors, Elisabeth, il s'agit d'une photo qui n'est pas, que nous allons voir certainement, mais je vais déjà la décrire. C'est une photo qui n'est pas du tout une photo esthétique, qui n'est pas du tout marquante a priori. Voilà. Alors, il s'agit d'une photo d'une petite fille qui s'appelle Sila, elle a 4 ans et demi. Donc, je l'ai dit, pas esthétique ni a priori marquante, une photo ordinaire prise par sa famille dans la bande de Gaza. Ce qui est hélas ordinaire, c'est l'ordinaire tragique et dramatique de la situation de cette petite fille. Et puis là, on va aller donc droit au but du choix de cette photo. Cette petite Sila, à 4 ans et demi, je le disais, elle est atteinte d'une malformation cardiaque qui, si ce n'est pas traité, cette malformation et sans doute est en train d'engendrer des séquelles irréversibles neurologiques. Donc cette petite Sila de 4 ans et demi, dans la bande de Gaza, est en danger de mort au moment où on parle, sachant que les conditions sanitaires et médicales dans la bande de Gaza, on le sait, sont à l'agonie, totalement au bord de l'effondrement. Il n'y a aucun espoir de traiter concrètement le cas de cette petite fille de 4 ans et demi. Or, pourquoi le choix de cette photo, Elisabeth? C'est que espoir il y a eu dans ces milieux où il y a 4000 enfants recensés, des enfants malades, je parle d'enfants de moins de 5 ans, des petits-enfants gazaouis dans la bande de Gaza. C'est que le 19 novembre 2023, il y a eu cette séquence empreinte d'émotion et d'espoir, justement, avec la visite du président français Emmanuel Macron, qui s'était rendu, on s'en souvient, en Égypte, à la frontière, à Rafah, au poste frontière. C'est le seul chef d'État occidental à avoir fait cette visite. Il faut quand même le saluer, mais avec beaucoup d'émotion. On s'en rappelle, le président français Emmanuel Macron avait fait, au nom de l'État français, une promesse d'évacuation, de transfert médical d'urgence de 50 enfants, dont cette petite fille ici, là, c'était il y a 2 ans, aurait pu faire partie. Je parle d'espoir, puisque la France n'a pas honoré, et là, cette promesse, cette dette. Il n'y a que 29 enfants sur ces 50 enfants promis qui ont pu être évacués. C'est cette petite fille. Je sais, c'est pas très agréable à regarder, mais c'est aussi la réalité à Gaza. C'est Sila quand elle était née. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation extrêmement difficile, irréversible, difficile à Gaza. Et je vous propose d'écouter le père de Sila, Khalil, dont on a pu recueillir le témoignage hier depuis la bande de Gaza. Et vous allez voir cet espoir un peu déçu. La situation de ces enfants à Gaza est une vraie question existentielle même, puisque ces enfants, c'est évidemment l'avenir de la population gazaoui. Je vous propose d'écouter, il s'agit de Khalil Nissar, c'est le papa de la petite Sila. Je m'appelle Khalil, je suis le père de l'enfant Sila. Elle souffre de problèmes au niveau du cœur et des nerfs. L'ordonnance qui confirme qu'elle a besoin d'être transférée et évacuée est prête depuis octobre 2023. Nous l'avons présentée au ministère palestinien de la Santé et à l'Organisation mondiale de la santé. Mais nous n'avons pas eu de réponse jusqu'à maintenant, ni de rendez-vous pour l'évacuer. Sila a 4 ans et demi, elle a un problème du cœur et a rapidement besoin d'une opération. Mais le ministère de la Santé de la bande de Gaza fait face à de nombreuses pressions et manque de médicaments et de personnel. Ce retard met la vie de Sila en danger. Son évacuation et son transfert en dehors de la bande de Gaza est une nécessité humaine. Elle ne peut plus attendre. Il y a plusieurs enfants qui sont dans la même situation que ma fille Sila. Ils ont besoin d'être sauvés. Nous sollicitons la communauté internationale qui doit être à la hauteur de ses responsabilités humaines et accélérer les processus d'évacuation médicale pour sauver les vies des enfants avant qu'il ne soit trop tard. Je sollicite son Excellence le président Emmanuel Macron pour qu'il intervienne pour sauver la vie de ma fille. Je vous en prie, Monsieur le Président, donnez-lui une chance de traitement et la possibilité de vivre une vie digne. C'est un cri d'alarme qui est aujourd'hui lancé dans ce Paris Direct. On espère que le cri sera entendu évidemment pour ces enfants. Quels sont les
les obstacles qui pourraient expliquer cette situation tragique. Aujourd'hui, on imagine qu'il y en a. Il y en a énormément, évidemment. C'est aussi je dirais, cet alibi, mais un peu fort, mais derrière lequel se cache un certain nombre de chancelleries occidentales face à ces responsabilités d'urgence médicale extrêmement importantes. On voit bien le ton du père de Khalil Nissar, le père de la petite Sila, qui exhorte, qui implore, puisque, évidemment, vous le disiez, ces obstacles sont tellement importants. D'abord, la situation de guerre. Je rappelle que la bande de Gaza est théoriquement sous cessez-le-feu depuis le 10 octobre 2025, mais depuis pas grand-chose à part des bombardements, 60% du territoire qui est occupé par l'armée israélienne et les 2 millions de Gazaouis qui vivent comme ils peuvent dans des conditions extrêmement difficiles. On y reviendra dans les 40% qui suivent. Mais il y a évidemment la guerre, les questions structurelles, ce cessez-le-feu qui ne vient pas, une sorte d'effondrement général, tout ce qui a fabriqué, tout ce qui a été Gaza. Mais je vous propose aussi d'écouter un autre témoignage, puisqu'il y a des initiatives sur cette question, notamment la demande de la société civile d'engager les nations occidentales face à leurs responsabilités. Je rappelle que la France, pour l'instant, n'a accueilli que 29 enfants sur 50 promis, mais l'Italie, par exemple, en a accueilli 7 fois plus. Comment a-t-elle fait? 211, 65 enfants accueillis pour l'Espagne, ça c'est pour l'Europe, mais alors pour l'Égypte, 4000 enfants, je les cite, la Turquie 437, le Qatar 970, les Émirats Arabes Unis, j'en ai terminé, 1450. Deux poids, deux mesures. Quand on veut, on peut. Alors je vous propose d'écouter le témoignage de Julien Dufour. Julien Dufour est extrêmement actif dans la bande de Gaza. C'est le président de l'association de l'ONG Frontlines for Peace et il est avec un certain nombre d'ONG, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, à l'initiative d'une grande pétition déjà signée par 51 personnes uniquement en France pour exhorter les autorités françaises, on ne parle que de la France, à justement honorer cette dette vis-à-vis des enfants de Gaza et donc de contourner ces obstacles qui sont certainement une forme d'excuse ou d'alibi pour ne pas le faire. Julien Dufour, Frontlines for Peace, je propose de l'écouter. Les autorités françaises invoquent des contraintes sécuritaires, diplomatiques ou logistiques pour expliquer la suspension des évacuations médicales d'enfants de Gaza. Elles parlent des autorisations israéliennes, des difficultés d'évacuation, de l'accueil des familles en France et des problèmes d'acclimatation. Mais quand un enfant est gravement blessé, brûlé, amputé, atteint d'un cancer ou d'une pathologie lourde et qu'il est privé de soins médicaux vitaux dans un système de santé à Gaza réduit à néant, la vraie question est: survivra-t-il sans évacuation médicale? Et dans beaucoup de cas, la réponse est non. Emmanuel Macron s'était engagé à accueillir 50 enfants blessés ou gravement malades. 50, c'est déjà dérisoire au regard de l'ampleur des besoins et des capacités d'accueil de la France. À ce jour, seulement 29 enfants ont été accueillis. Il en reste 21 pour atteindre l'objectif. Ce qu'on demande à la France, c'est au minimum de respecter cet engagement. Sauver 21 enfants, c'est sauver 21 vies. C'est redonner espoir à 21 familles. La France a les capacités d'agir. Elle a l'expertise des hôpitaux, des médecins et des ONG qui sont prêts à se mobiliser pour accueillir ces enfants. Il faut arrêter de traiter cette tragédie uniquement comme un sujet administratif ou politique. C'est avant tout une question d'humanité. Ce sont juste des enfants qu'on demande de soigner et de sauver. Voilà, Julien Dufour qui était à l'initiative de cette pétition. Pour l'instant, il y a beaucoup de réponses, ce que je vous le disais. Plus de 50 000 personnes ont déjà signé cette pétition pour simplement rappeler à la réalité des promesses qui ont été faites par les autorités françaises. Mais oui, un appel à l'humanité. Après tout, 50 enfants, qu'est-ce que cela? Et surtout, cet espoir déçu, on l'a bien senti. Et pour m'être entretenu avec le père de Sila, on le sent, cet espoir déçu, ce qui est sans doute un peu pire que de ne pas avoir d'espoir du tout, qui est aussi la réalité sur le terrain à Gaza. On vient de voir défiler derrière vous ces images qui sont bonnes à remontrer d'ailleurs parce qu'on a tendance à les oublier, on est passé sur toute autre chose, mais d'une enclave palestinienne totalement décimée et complètement en ruine. Évidemment, les infrastructures médicales en font partie de ce décor. Oui, c'est aussi la réalité. C'est pour ça qu'il y a des appels à l'aide internationale qui est complètement bloquée aussi pour des raisons politiques. Mais je le disais, c'est un système de santé, sanitaire qui est complètement à l'agonie, qui est en effondrement total. Des experts de l'ONU très récemment estiment que la majorité de la population est en état de pré-famine. Mais encore une fois, Elisabeth, vous et moi avons égrené ces informations. Ces mots ont-ils encore un sens? Depuis 2 ans et demi, on parle de cela.
La question, c'est qu'aujourd'hui, donc les promesses ne sont pas honorées. On sent bien que Gaza est un peu sorti du scope, hein, et surtout parce que les journalistes étrangers sont toujours interdits d'aller à Gaza. On est bien payé pour le savoir. 250 journalistes... Malgré de demandes répétées aujourd'hui encore. Incessantes, incessamment en permanence même. 250 journalistes palestiniens ont été tués aussi. Donc il va aussi de l'œil extérieur sur ce qu'il s'y passe. Et on est passé à un cran supérieur puisque le 1er mars 2026, et oui, il y a très très peu de temps, 37 ONG internationales parmi les plus importantes qui n'avaient jamais vécu ça, eh bien se sont vues notifier l'interdiction d'entrer sur le territoire de Gaza puisqu'on entre via la Jordanie et Israël que par un feu vert israélien. À ce sujet des conditions de travail, puisque c'était votre question Elisabeth, sur les grandes organisations internationales sur place, je vous propose d'écouter Claire Nicollet de Médecins sans frontières qui est associée à la demande de pétition de Julien Dufour. Elle est la responsable des opérations d'urgence de MSF pour la bande de Gaza. Écoutez-la. Aujourd'hui, nous travaillons avec les partenaires pour voir comment on peut continuer à envoyer du matériel, puisque nous continuons à avoir des activités en tant que Médecins sans frontières. Nous continuons à soutenir 4 hôpitaux. Nous avons 2 hôpitaux de campagne en notre nom propre. Nous soutenons 4 centres de santé. Donc nous avons encore énormément de travail que nous faisons avec les équipes locales à Gaza. Nous sommes le premier distributeur d'eau à Gaza, outre les autorités de la bande de Gaza. Donc nous avons encore énormément de travail. Nous avons plus de 1200 personnes locales qui travaillent avec Médecins sans frontières. Donc on continue à avoir vraiment une présence extrêmement importante, mais malheureusement, notre équipe de supervision et nos spécialistes sont soit à Amman, soit dans d'autres régions du globe, puisque nous ne pouvons plus envoyer aujourd'hui d'équipes internationales, de spécialistes et d'équipes pour encadrer le personnel, comme nous l'avons fait depuis plus de 15 ans dans la bande de Gaza. Oui, comme vous le voyez, Claire Nicollet d'MSF, qui connaît bien son sujet, puisque c'est la chef des opérations dans la bande de Gaza, dit qu'en fait, il y a une sorte de rétrécissement progressif de l'action humanitaire à Gaza pour des raisons simplement sans doute de ne pas savoir ce qui se passe, avec un dessein dont on ignore quel est l'objectif, puisque on est dans une sorte de no man's land médiatique, humanitaire, où on ne sait pas très bien quel est le devenir de cette bande de Gaza. Après, évidemment, les auto-louanges que s'était livré le président américain Donald Trump le 10 octobre 2025 en décrétant ce cessez-le-feu historique, le disait-il. Il y avait un cessez-le-feu qui devait être une première phase de libération d'otages, ça c'est fait évidemment. Ensuite c'était la phase 2 parmi beaucoup de phases et la phase 2, donc ça fait plusieurs mois maintenant et toujours au point mort à Gaza. Voilà, plus généralement, on peut avoir le sentiment que Gaza est sorti des radars. Quelles conséquences, Cyril ? C'est le syndrome des guerres longues. Et là, c'est cette sorte de saturation en fait du cerveau humain, de nous-mêmes d'ailleurs, quand il n'y a pas d'issue, ce désintérêt du collectif vis-à-vis de la misère humaine, mais qui est aussi, il faut le dire, assez perdu avec la multiplication des conflits. Ce n'est pas du tout une excuse, mais les Gazaouis nous disent nous sommes totalement noyés dans d'autres guerres, d'autres conflits qui nous dépassent. Et puis évidemment, la question de la presse, qui est toujours extrêmement fondamentale à Gaza. Si la presse ne rentre pas, les militaires israéliens l'ont bien compris, il n'y aura pas de témoignages. Finalement, ce ne sont que les Gazaouis qui parlent. Mais oui, on est dans le syndrome de la guerre longue. C'est extrêmement difficile à soutenir. Sommes-nous, nous, médias, responsables? Certainement. D'une certaine manière, il y a une forme de responsabilité, mais il y a cet effet de saturation qui est très difficile à passer. Alors, il y a encore malgré tout des initiatives. Je pense évidemment à cette flottille qui a voulu mettre en lumière la situation à Gaza. On a vu comment ça s'est terminé. Oui, voilà aussi. On est aussi dans une radicalité des éléments de langage, des membres des gouvernements. Alors évidemment, on a le dernier événement qui a été dont on a beaucoup parlé, c'est cette dernière tentative de flottille. Il y a eu une tentative de blocus terrestre qui a tenté de passer par l'Égypte, mais aussi plusieurs flottilles, dont la dernière avec cette coup de semonce de la part d'un ministre israélien, en l'espèce Itamar Ben-Gvir, qui est d'origine politique suprémaciste, c'est l'aile d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, coincé dans cette coalition va-t-en-guerre, dont les images, le traitement pour un membre d'un gouvernement démocratique de ces activistes, qui avaient été arrêtés par l'armée israélienne, dépassent les bornes. Alors il y a eu des sanctions
D'habitude, ce sont des éléments de langage, des petites convocations d'ambassadeurs. Là, effectivement, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères en France a annoncé, puisqu'il y avait 37 ressortissants français dans cet aéropage d'activistes de cette flottille qui ont été maltraités, que ce ministre serait interdit de visite en France. On peut gager que Itamar Ben-Gvir avait mieux à faire que de venir à Saint-Tropez au mois de juillet. Donc on ne pense pas que ça ait un grand impact, ces sanctions, sur lui. Bref, sortie des radars, la question de Gaza, bien évidemment, pas pour les bonnes raisons, évidemment. Surtout pour la question morale, évidemment. Alors peut-être on élargit le spectre. Là, je vois qu'en ce moment même, le porte-parole du gouvernement israélien est en train de tenir une conférence de presse, faire un point sur la situation en cours au Liban voisin, parce que ça, c'est la réalité du jour. Des frappes sur le Liban, ville de Tyr, Beyrouth aussi, mais on pourrait ajouter la Cisjordanie occupée, Jérusalem-Est, la Syrie, le Yémen, l'Iran. Bref, c'est tout le Moyen-Orient qui est concerné par les conflits. Quel espoir de paix, là, à court terme? Si vous voulez le fond de ma pensée, il y en a très très peu. Et la principale crainte des protagonistes, en tout cas de ceux qui sont bombardés, c'est ce désintérêt qu'on sent progressif du seul grand ordonnateur de ce nouvel ordre mondial. C'est Donald Trump, le président américain, qui effectivement aime bien les paix rapides, les solutions rapides. C'est son parcours d'homme d'affaires qui préconise ça. Et à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans d'autres parties du Moyen-Orient, on a extrêmement peur qu'il passe à autre chose, sachant qu'il est déjà extrêmement centralisé par sa guerre que mène son pays avec l'Iran. Merci beaucoup Cyril Payen d'avoir remis en lumière la situation à Gaza en ce moment, notamment celle de ses enfants malades. On vous donnera évidemment des nouvelles